nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon. Comme vous ne l'avez jamais entendu, eh bien c'est ce qu'on va voir. En tout cas, un entrepreneur du Next 40 est à notre micro. Il dirige l'une des entreprises leaders mondiales de l'élevage d'insectes et de leur transformation en ingrédients à destination de la nutrition animale et végétale. Il s'appelle Antoine Hubert. Antoine, bonjour. Bonjour. Antoine, pour t'interroger, je retrouve mon acolyte Olivier Mathieu. Salut Olivier. Salut Thomas, je rappelle que tu es évidemment cofondateur du collectif Les OVNIs et du studio Feuille Blanche. Ravi de te recevoir Antoine. Et je me permets de rappeler au passage que nous sommes entourés d'une galaxie de partenaires que je m'empresse de nommer. Nous avons en termes médias notre rendez-vous dans chacune des émissions du podcast 40 nuances de Next avec La Tribune, Philippe Mabille, le directeur de la rédaction, et également Madines, qui posera également une question à Antoine Hubert de Insect. On a la banque Neuflis OBC et des partenaires de l'écosystème qui relaient le podcast et qui interviennent tout au long de l'émission avec la French Tech et France Digital. Olivier, je t'ai même pas présenté, mais tu faisais partie des cofondateurs de Price Minister. Tu es donc un entrepreneur qui vient à 40 nuances de Next interroger les entrepreneurs champions de la tech. Tu nous prépares chaque semaine une présentation de notre invité. On serait ravis de savoir ce que disent tes fiches sur Antoine. Alors oui, je pense qu'Antoine pourra me corriger parce que je vais forcément dire des bêtises, mais enfin ce qu'on peut dire de Insect, c'est une formidable croissance avec des levées de fonds records. Mais tout d'abord, je rappelle que l'entreprise a été créée en 2011 avec plusieurs cofondateurs que Antoine pourra nous citer. On parlait aussi à l'époque de ferme digitale. Je crois que ça a commencé par des premières productions dans le Jura à Dole. Et puis finalement, il y a une levée de fonds de 372 millions d'euros cette année, en 2020, dont une grande partie de l'investissement va être dédiée à la construction d'une usine dans les Hauts-de-France, à côté d'Amiens. Alors, est-ce que c'est Insect une entreprise du secteur de la food tech ou de la biotech? Je crois que c'est un peu un mélange des deux. C'est intéressant de voir quelle étiquette il faut coller à Insect. En tout cas, je crois qu'on peut relever que finalement, l'ensemble des levées de fonds de Insect représente, je crois, 425 millions d'euros. Mais Antoine, tu pourras me corriger. Je pense que vous employez plus de 130 personnes. Vous ne communiquez pas encore beaucoup sur votre chiffre d'affaires, qui est surtout un chiffre d'affaires en promesse et en devenir, parce qu'aujourd'hui, vous êtes en phase d'investissement sur la capacité de production. Je rappelle d'ailleurs que c'est un secteur qui est également assez concurrentiel et bousculé, même si Insect est de loin le leader, avec maintenant avec des investisseurs américains. Mais on a également annoncé une levée de fonds de Innovafeed, 140 millions d'euros en novembre, qui est également sur le secteur de la production d'insectes. Donc il s'agit, je crois, de protéines pour Insect. Il s'agit de protéines pour les animaux, mais également d'engrais pour les plantes, puisqu'il y a ces deux types de production qui peuvent sortir de l'usine. On entend parler de l'utilisation et de l'exploitation du scarabée. On a aussi entendu parler des vers de farine. Donc ça m'intéressera de mieux comprendre ce que produit Insect. Voilà ce que j'en avais à dire pour l'introduction. Pour savoir ce que Antoine a envie de garder comme étiquette, on va lui laisser le soin de tout nous raconter sur Insect après ce jingle. Pitch over pitch. Pitch over pitch. Alors le pitch d'Insect, quelle étiquette? Insect, c'est avant tout simple, c'est bien une ferme d'un nouveau genre, une ferme verticale pour produire des insectes. Alors ce sont des scarabées, le nom c'est le Tenebrium molitor en latin, et c'est comme beaucoup d'insectes, ils commencent par un stade larvaire, comme une petite chenille finalement, pour se transformer ensuite en scarabée. Et nous on transforme les larves donc en protéines et on récupère tout au long de leur cycle de production, lors d'éjection, qui en font un engrais organique, donc compatible en agriculture biologique. Donc c'est bien les scarabée, ténébrion, molitor, ver de farine, tout ça sont des noms pour la même espèce. Et à quel intervalle, je pense que nous, on essaie de construire une toute nouvelle filière. Donc on n'est pas juste un produit ou un service ou une brique technologique, c'est comme si en fait on créait la filière du poulet. Voilà, il n'y a pas de poulet aujourd'hui, il y aurait pas de poulet sur les marchés et on va mettre sur le marché des poulets. Ça veut dire quoi? Mettre la production des fermes de poulets, mais c'est tout ce qui est leur transformation, c'est tout le savoir-faire scientifique pour bien les nourrir, pour qu'ils grandissent en bonne santé rapidement, sans que ça soit trop coûteux, que le poulet soit abordable pour n'importe quel consommateur. C'est tous les connaissances sur la santé aussi de ce poulet-là. C'est la génétique
Voilà, donc nous c'est tout ça. On fait de tout. Donc du coup il y a la technologie robotique, il y a beaucoup de logiciels, d'intelligence en numérique derrière, de digital embarqué. On appelle ça l'industrie 4.0. Donc on a développé des modèles propriétaires vraiment très pointus, une plateforme qui est de loin, je pense, la ferme la plus numérique au monde, qui est que sur la production. Et derrière, c'est donc du vivant, de la biologie, beaucoup, la compréhension fondamentale on appelle la physiologie, la façon dont un insecte se nourrit, grandit. Donc c'est voilà, c'est pas pas de la biotechnologie, parce qu'on fait pas de la sélection, on va pas faire des OGM comme on dit, c'est comme un gros mot. Par contre, on fait de la sélection variétale, comme on fait depuis des siècles ou des millénaires sur les végétaux, qui explique pourquoi on est passé d'une petite carotte sauvage rabougrie et blanche à une carotte orange un peu plus costaud et charnue. Ça, c'est la pure sélection, et ce ne sont pas des OGM. Donc c'est ce qu'on fait aussi. Cette présentation, c'était la même en 2011? Ah, c'était sûrement pas avec tout à fait les mêmes mots, c'est sûr, mais l'ambition n'a pas changé, effectivement. En 2011, on savait pas quelle technologie on allait développer. On a inventé sur la route la ferme verticale, adaptée au scarabée, ce qui n'est pas non plus nouveau, parce que la ferme verticale commençait à émerger dans d'autres pays, notamment au Japon, mais aussi aux États-Unis. Pour faire ces fermes, on fait pousser des salades, des tomates. On entend beaucoup parler là avec des LED, des petites lumières. Et au Japon, ça avait beaucoup émergé pour un peu recycler l'industrie du semi-conducteur, à la fois en termes de personnes compétentes et puis d'infrastructures. Donc nous, finalement, on n'a fait qu'adapter ce concept-là en le croisant aussi avec la façon dont on cultive les champignons. Finalement, les champignonnières, c'est assez proche de ce qu'on fait dans des bacs, dans des milieux, enfin souvent sous la terre. On empile des couches de bacs de champignons nourris avec du compost, une température humidité contrôlée. C'est un peu pareil ce qu'on fait, et croisé avec le savoir-faire traditionnel de l'élevage d'insectes. Je veux dire, c'est séculaire. Le ver à soie, ça fait des siècles, voire des milliers d'années qu'on l'élève. On parle aujourd'hui des routes de la soie entre la Chine et l'Europe, et dans le reste du monde, derrière c'est un insecte, c'est un papillon qui est derrière toute cette économie qui date de Marco Polo. C'est donc aussi des papillons élevés dans des bacs on va porter à la main de la nourriture, on va les récolter à la main, et nous ce qu'on a fait, c'est en fait automatiser beaucoup la manutention pour le rendre le travail moins pénible et surtout augmenter la productivité, pour rendre in fine les insectes compatibles avec le prix, avec un prix d'achat où tout le monde puisse acheter derrière un saumon, une crevette, demain un poulet nourri avec nos insectes, et pas que ce soit juste un produit complètement inabordable. J'ai tendance à penser que effectivement, il y a probablement un rapport à l'insecte qui est ancestral dans l'histoire de l'humanité. Pour autant, le fait de passer de l'insecte à l'alimentation, le fait de manger des insectes, ça semble être encore peut-être quelque chose qui provoque des questions, en tout cas dans la civilisation occidentale. Donc pour vous, il s'agit vraiment de nourriture animale, comme le rappelait Thomas en introduction. Il s'agit également de production d'engrais, du fait ensuite des rejets et des déchets qui sont produits par les usines. Est-ce qu'il y a une vision également qu'un jour on mangera tous des insectes? Je pose la question parce que forcément on arrivera à se la poser à un moment donné au cours de cet entretien. Eh ben alors, je vais laisser Antoine y répondre, mais du coup, je complète ta question. Il pourra répondre aux deux avec une question d'un de nos partenaires, avec Laurent Garret de Neuflis OBC. Vous avez un message. Bonjour Antoine. Insectes semble cocher toutes les cases pour aborder le monde d'après en apportant une réponse écologique aux problématiques actuelles. Aujourd'hui, vous vous concentrez sur la production de protéines destinées à l'alimentation animale, et pour nous, à quand la production de protéines pour nos assiettes? Et pensez-vous que nous sommes prêts à franchir ce cap et intégrer durablement les protéines d'insectes à notre alimentation pour notamment limiter et supprimer notre consommation de viande animale? Merci, c'est ma question. Deux questions en une. Merci. Alors c'est la question à 100 sous qu'on nous pose depuis 2010-2011, effectivement. Au tout début, on avait commencé à investiguer l'alimentation humaine, et on l'a mis rapidement de côté pour les questions d'acceptation, justement, puis des questions réglementaires. Et il faut avoir une autorisation européenne dite Novel Food, qui est assez coûteuse. Et en fait, on s'est concentré tout de suite sur l'alimentation animale et végétale, parce qu'on a vu que c'était là qu'il y avait le plus de demandes, et où c'était plus évident aussi pour les clients, parce que la naturalité, elle est comprise. Un poisson mange des insectes dans la nature, des plantes sont fertilisées dans la forêt, dans une prairie. Toutes ces plantes grandissent grâce au travail dans le sol d'insectes, de vers, etc., de tout ce qui est bactérien. Donc
c'est assez évident et donc c'est plus simple. Derrière, c'est quoi? Derrière, c'est beaucoup de recherches avec des grandes universités, des laboratoires indépendants qui vont intégrer notre protéine ou notre engrais dans des engrais, dans des grands essais en plein champ, dans du blé, du colza, des tomates, voir ce qui se passe. Pareil pour des poissons, on va les nourrir pendant des mois, des saumons, des truites, des crevettes, des bars, et comparer ça avec un aliment traditionnel. Donc finalement, le marketing est entre guillemets une recherche appliquée pour voir si les animaux, les plantes grandissent toujours aussi bien, sans problème de santé, sans problème d'altération de la couleur de la chair du saumon, de sa texture, sa composition nutritionnelle. Donc tout ça est fait. Et pour nous, finalement, c'est plus fondamental parce que derrière, in fine, on parlait d'assiette, on va toucher l'assiette de n'importe quel consommateur dans le monde. Nous, on est complètement agnostique sur le régime alimentaire du consommateur final, et sur aussi les pratiques agricoles intermédiaires pour produire la viande et les plantes. C'est-à-dire qu'on peut d'un côté toucher des végétariens, des flexitariens, des gens très carnivores, tous les jours, au moins une fois par jour, on espère en tout cas pour les populations les plus démunies, au moins jusqu'à 5 fois par jour, même plus pour les populations peut-être on est plus en abus calorique, manger des viandes et des animaux et ou des plantes. Et souvent les deux. Et donc nous, on change la façon dont on nourrit ces animaux et ces plantes. Donc notre marché, c'est l'assiette de tous les consommateurs dans le monde entier, quel que soit son régime alimentaire. Aujourd'hui de façon indirecte. Et donc c'est indirect, mais on change aussi, ce qui est important pour en parler, on a des effets bénéfiques sur la santé des animaux, santé des plantes, sur leur croissance. Donc c'est qu'on arrive à faire plus d'animaux, plus de plantes, et qui consomment moins d'engrais, moins de matières premières, moins d'intrants, comme on dit. Donc on contribue à l'enjeu mondial du siècle, c'est de produire plus avec moins. Plus de nourriture pour une population croissante, mais avec moins de gaz à effet de serre, moins d'érosion de la biodiversité, moins de pollution diverses et variées, et puis avec moins de terres arables disponibles, d'où notre ferme verticale, et tout aussi bon nutritionnellement et accessible, parce que ça c'est hyper important. On ne veut pas que, in fine, un saumon ou un poulet devienne juste pour une élite. Et c'est essentiel que ce soit que n'importe quel foyer, n'importe quel porte-monnaie puisse accéder à une alimentation bonne, saine. On comprend bien l'enjeu. Pour comprendre, parce que les poissons, les plantes n'ont pas, et les animaux de manière plus générale n'ont pas attendu insectes pour se nourrir et se retrouver dans nos assiettes. Donc aujourd'hui, en fait, c'est quoi la concurrence? Qu'est-ce qui est substitué par les produits que vous développez? Et tous les animaux mangent des protéines végétales. Donc que ce soit les vaches, on va dire les ruminants, c'est normal qu'ils mangent des végétaux. Les omnivores comme les volailles ou les porcs mangent aussi beaucoup de végétaux, c'est normal. Les poissons mangent aussi aujourd'hui beaucoup de végétaux. Ce qu'on peut dire, c'est moins normal pour un carnivore. À la base, les poissons, il y a quelques décennies, mangeaient que des poissons. Un saumon mangeait des petits poissons, c'est-à-dire la protéine de poisson, qu'on appelle la farine de poisson et l'huile de poisson, pêchée essentiellement au large de l'Amérique du Sud. Et en fait, au fur et à mesure, cette ressource elle est limitée, il y a eu des surexploitations et derrière, ça suit pas la croissance mondiale. Le stock des petits poissons dans l'océan ne suit pas la croissance mondiale en saumon, en crevettes, etc. Et donc les prix ont vachement augmenté. Et donc au fur et à mesure, les producteurs d'aliments, qui sont des spécialistes de la nutrition des poissons, ils ont complexifié les recettes. Au lieu d'avoir que 2 ingrédients, ils ont commencé à ajouter du soja. On s'est ajouté du blé, et puis après des vitamines ou donc organiques, des acides aminés, etc. pour être de plus en plus précis pour répondre aux besoins nutritionnels, tout en limitant le coût de l'aliment et le rendre de plus en plus abordable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent s'acheter du saumon et des crevettes et pas juste un mets de luxe au fait comme c'était il y a quelques décennies. Donc ça une qualité nutritionnelle qui est pas au rendez-vous. Alors ça peut dépendre, non, parce qu'on arrive, derrière la composition justement, elle est toujours la même. C'est ce qui est très intéressant. Ils ont réussi à maintenir, ils ont réussi à baisser en comprenant mieux cette nutrition des poissons. Donc aujourd'hui non, mais en fait il y a des limites. Effectivement, on va pas pouvoir rendre végétarien un poisson carnivore. Comme quand on a essayé de rendre carnivore des vaches en leur donnant des protéines de vache, ça fait effectivement le vrai problème de la vache. Quand on joue à l'apprenti sorcier, on se rappelle les problèmes de vache folle quand on a commencé à donner des farines de protéines animales aux vaches. Est-ce que quand on donne du coup de l'alimentation végétarienne à des carnivores comme les poissons, est-ce qu'on joue à l'apprenti sorcier? Est-ce qu'on prend des risques sur l'alimentation future de l'humanité, quoi, d'une certaine manière? Aujourd'hui, non, il n'y a aucun problème sanitaire sur les poissons. Ils sont de très bonne qualité de composition, mais effectivement, il y a une limite, c'est qu'ils ont réussi à substituer une partie des protéines de poisson par du soja, qui est une très bonne protéine à la base, et en plus qui a
normalement aussi un bon équilibre environnemental. Elle capte l'azote de l'air, donc ça permet d'éviter d'utiliser de l'engrais. Mais bon, à côté de ça, on a tous les enjeux que c'est beaucoup d'OGM et beaucoup de déforestation en Amérique du Sud. Mais là, effectivement, on atteint des limites. C'est-à-dire qu'à un moment, trop de protéines végétales, ça touche le microbiote justement du poisson. Ça va avoir des problèmes de digestibilité. Donc, on va avoir plutôt un problème sur la santé du poisson. Et derrière, par exemple aussi, mettre trop de soja, mais en fait, le poisson va avoir une couleur qui va devenir plus blanche, parce que c'est dans la farine de poisson qu'il trouve en fait une accumulation d'astaxanthine, qui est le pigment, qui sont des microalgues qui ont été mangées dans la chaîne alimentaire marine, qui fait que le poisson aussi est rose. Et donc ça a un impact. Donc on doit recorriger derrière avec des pigments pas forcément naturels pour retrouver la couleur rose à la fin. Donc oui, on complexifie. On court un peu après, on fait une course un peu après la complexité. En tout cas, il y a pas de problème aujourd'hui d'enjeux sanitaires pour la population, mais c'est juste si on veut continuer à nourrir une population croissante, si demain les Chinois vont manger autant de saumon que les Européens, les Américains, et ça va être pareil dans d'autres contrées, c'est-à-dire on va pas arriver à suivre. Donc nous, les insectes, c'est juste une solution. Parce que pas assez d'espace de terre agricole ou déforestation. Soja, voilà, il y aura pas assez de matière végétale pour ça. Et puis on pourra pas. Et puis les protéines de poisson qui sont à la base, elles comme elles suivent pas, le stock il est limité. Donc de toute façon, il faudrait 2-3 millions de tonnes de plus dans les prochaines années de cette farine de poisson. Il n'y en a que 4 millions disponibles. Le stock il est limité, il est même un peu en décroissance. Donc simplement, le but là, ce qu'on fait nous, c'est pas de remplacer cette farine de poisson, c'est d'apporter une protéine qui est donc naturelle. Les poissons mangent des insectes, des invertébrés aquatiques depuis toujours, et une protéine qui a quasiment la même composition que cette farine de poisson, et qui donc permet de prendre le relais de la croissance, en fait. Donc on n'est pas là pour remplacer. Les Péruviens, les Chiliens mettent en place aussi des quotas maintenant aussi de plus en plus exigeants comme ceux européens pour maintenir la population des poissons, parce que derrière ils sont pas fous, ils ont une industrie de la pêche qu'ils veulent maintenir aussi, hein, des emplois. Mais donc du coup ils n'arriveront pas à suivre. D'ailleurs, les plus grands producteurs de farine de poisson aujourd'hui viennent nous approcher aussi. Ce qu'ils se disent, c'est une solution à leur manque de croissance, c'est peut-être aussi de s'investir dans les sujets des insectes. Donc nous, on est là, solution complémentaire. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a démontré avec des années de recherche, donc avec plein de laboratoires indépendants comme l'INRA en France, je disais les plus grands labos sur le saumon en Norvège, le plus grand sur la crevette en Thaïlande à Bangkok, que même quand on remplaçait cette farine de poisson avec notre protéine de scarabée, de molitor, on avait des bénéfices santé majeurs et des bénéfices sur la croissance, la performance de ces poissons qui étaient majeurs. Donc au-delà, la farine de poisson qui est pourtant elle-même le Graal déjà existant dans l'alimentation. Donc on est avec un produit qui apporte encore plus aux clients et qui les aide à évoluer et à prendre cet ingrédient-là, parce que la filière agroalimentaire, elle est fondamentalement conservatrice du paysan au chef. Je veux dire, parce que quand on veut changer ce qui est à l'intérieur de l'assiette, c'est in fine manger, enfin on est ce qu'on mange, souvent ce qu'on dit comme proverbe, et donc du coup il y a une vraie peur, notamment parce qu'il y a eu des scandales sanitaires, tu parlais de la vache folle, mais il y en a eu d'autres dans le passé, où changer quelque chose, derrière ça peut avoir un impact sur ta santé. Donc ils vont pas changer, ça va pas être trivial de mettre un nouvel ingrédient dans un aliment, parce qu'in fine il sera consommé par l'homme. Donc ils mettent des années effectivement à valider la qualité sanitaire, des années à valider la performance sur les poissons, à vérifier qu'ils grandissent bien sur plusieurs cycles, être sûr que il n'y a aucun souci, c'est quasiment de la clinique, l'étude clinique, pour aboutir et après commander, comme ils l'ont fait auprès de nous, des vrais volumes. Olivier évoquait les perspectives et un chiffre d'affaires attendu. C'est quoi les perspectives de marché pour Insect ? Aujourd'hui, on a 105 millions de contrats signés. C'est pas des promesses, hein, c'est des contrats qui sont réels dans le marbre avec un prix, des volumes, une composition effectivement sur lequel on est attendu, on n'a pas le droit de dévier. Si on dévie, les volumes sont pas expédiés et qui sont déjà délivrés. C'est des volumes qui sont croissants sur plusieurs années. Depuis notre petit site dans le Jura aujourd'hui jusqu'à notre site Amiral qui est en construction à Amiens. Donc en fait, les clients les livrent déjà. Simplement, c'est donc il faut qu'on suive la croissance attendue sur plusieurs années de ces contrats signés et avec le site d'Amiens qui prendra le relais du site du Jura d'ici une grosse année. Donc 500 millions, c'est le chiffre d'affaires. 100 millions aujourd'hui signés, 105 millions. Et effectivement, aujourd'hui, on a une possibilité qui est assez dingue parce qu'on a calculé le marché. Nous, c'est finalement dans le marché de premium de l'alimentation animale et végétale, vu ses bénéfices santé et fonctionnels sur les animaux. Dans un aliment, finalement, il y a des protéines plus abordables comme le soja, le blé même encore moins cher, et nous dans les protéines les plus chères, mais in fine dans un aliment qui est abordable. Et donc cette partie, on va dire ingrédients premium, on a calculé que pour le marché des poissons et des chiens et des chats, qui sont les marchés qu'aujourd'hui qu'on livre, qui sont les seuls autorisés et puis les seuls marchés intéressants carnivores à court terme,
on pourrait construire 100 sites comme celui d'Amiens en Europe. Donc, uniquement. à chaque fois, à peu près 105 millions. À peu près, c'est 100 millions en run rate de revenus, effectivement. Okay. Si on essaie de résumer en quelque sorte la thèse ou la vision que vous avez derrière Insect, est-ce que c'est finalement une promesse de meilleure santé? Est-ce que c'est une promesse d'impact écologique et carbone plus faible? Et ou est-ce qu'il y a une autre dimension également économique? Le sous-jacent étant, je pense, évidemment la croissance démographique considérable qu'on a du point de vue de l'humanité sur les années qui viennent en prévision, et donc la capacité de nourrir l'ensemble de cette population au meilleur prix également et dans des conditions sanitaires excellentes. C'est tout. Le but, c'est d'adresser tout. On a la chance de pouvoir avoir une technologie et des produits qui peuvent contribuer. Voilà, c'est pas une solution miracle, hein. C'est une solution qui est essentielle. C'est comme le solaire, c'est pas la solution miracle au problème énergétique de demain. La résolution du problème énergétique de demain, c'est une association intelligente de différentes fournitures d'énergie qui sont adaptées au territoire, du solaire, de la biomasse, de l'éolien, de l'hydrolien, l'éolien en mer, etc. Il n'y a pas une seule solution qui marque. Donc nous, on est une solution qui va être essentielle, mais à côté d'autres protéines comme les microalgues, des champignons, mais aussi manger moins de viande rouge, aussi faire moins de gaspillage alimentaire. Donc tout ça, c'est complémentaire. Mais oui, on a un produit qui permet de faire plus avec moins. Quand on nourrit avec des poissons, des plantes, qu'elles grandissent, finalement en mangeant moins, en grandissant plus vite, tu économises énormément de ressources. Donc derrière, c'est énormément de carbone qui est économisé. Donc ça, c'est pour ça qu'on a un bilan négatif attendu sur le site d'Amiens. Et derrière, c'est aussi la biodiversité, le fait de faire une ferme verticale. Ça économise beaucoup d'espace, ça permet d'en laisser pour autre chose, pour des zones naturelles. On finance avec le WWF ou l'association Aspas aussi justement des zones protégées en parallèle. Et le fait de faire ce qu'on fait, ça évite d'aller surpêcher plus le stock de poissons. Et chaque tonne de notre production, ça permet de maintenir 5 tonnes de poissons dans l'océan. Donc on a aussi impact biodiversité, climat, santé. Mais derrière, évidemment, tout ça ne serait faisable, ne peut pas être faisable sans avoir un vrai impact économique derrière, une marge suffisante, une croissance. Et donc, on répond à nos clients, mais aussi à nos actionnaires avec une croissance attendue très forte. Un mot, une question même surprise. Tu nous diras quitte la pause, mais je pense que ça fera le lien. Tu as évoqué cette ferme en construction, navire amiral pour Insect. On écoute la question de Mathieu. Vous avez un message. Bonjour Antoine. Dis-nous comment est-ce qu'on passe d'un projet de start-up à un vrai projet industriel, ce qui est le cas d'Insect. Merci. Alors merci Mathieu, qui est donc un de nos investisseurs de Visveres New Protein Capital, qui est le fonds qui a rejoint le deuxième tour de table après Demeter, qui était le premier à nous rejoindre, nous faire confiance tout au début. Notamment Bernard Maître, qui depuis est parti à la retraite et qui est vraiment reconnu. Il a eu cette vision que les insectes, comme les algues qu'il avait financées, feraient partie de l'alimentation de demain. Et ce que dit, Mathieu, c'est difficile à résumer en deux secondes. C'est le fait qu'on a pu confirmer qu'on avait un bon produit, et ça, on l'a assis avec beaucoup de science derrière. Je veux dire, la science est fondamentale. On a investi énormément dans les essais dont je parlais pour montrer des vrais bénéfices, pour ouvrir la porte des clients en disant ce produit il est bon. Regardez les essais. On les a fait avec des laboratoires avec qui vous travaillez au quotidien. Donc, c'est gage de crédibilité. Donc, derrière, ils ont pu retester pendant des mois. Et ça a pris des années. La filière étant conservatrice, ça met vachement de temps d'avoir des contrats. Donc, ça nous a permis d'avancer. Après, c'est pareil, c'est des scientifiques ou des ingénieurs dans la partie technologique. On s'est bien entouré. Et ça, c'est au global. C'est ce que je dis souvent autour de moi dans l'entrepreneuriat. Il faut recruter meilleur que soi. C'est ce qu'on a fait, je pense, tous les 4 avec mes associés. Fabrice, Alexis, Jean-Gabriel, c'est recruter toujours meilleur que soi dès le premier jour. Voilà, des scientifiques, des ingénieurs, mais après du top management aussi, dans des fonctions pointues, dans la finance, dans les ventes, dans la construction de sites complexes, dans les opérations de tout ça. Et aujourd'hui, j'ai un comité exécutif qui a 20 ou 30 ans d'expérience en moyenne. Et donc ça, c'est clé, c'est mettre en place tous les processus après pour exécuter son projet, son ambition, et de faire la transformer justement d'une ambition, d'une vision que porte souvent un fondateur, un entrepreneur, vers des plans d'action très concrets pour grandir d'étape en étape. Et ça passe effectivement par une organisation vraiment au cordeau, au quotidien, et emmener toutes les équipes, passer d'une culture de quelques fondateurs aujourd'hui à plus de 130, 140 personnes, bientôt 200. Donc tout ça, c'est un mélange, effectivement. C'est un mélange de
de toujours penser au client, de ce dont il a besoin, et donc dans notre domaine faire beaucoup de sciences derrière. L'ingénierie forte pour arriver à une technologie qui est in fine compétitive. Et ça, c'est très important. Et derrière, c'est les personnes, quoi. C'est grandir, faire grandir avec des gens, faire rentrer des gens très compétents à tout niveau du top management, des experts, des scientifiques, des PhD, des docteurs, des opérateurs qui connaissent l'industrie agroalimentaire. Et tout ça, c'est cette combinaison-là qui fait qu'on en est là aujourd'hui. On est encore très très loin de la suite. On est on a passé, on va dire, une première petite marche. On en est à la deuxième petite marche, en escalier de milliers de marches, quoi. Antoine, tu l'as dit, hein, ça prend du temps, et pour ça il faut des investisseurs pour tenir. Et du coup, j'enchaîne, Olivier, si tu veux bien, avec la question de notre partenaire Madines. Vous avez un message. Bonjour, voici ma question. Vous venez de boucler une série C de plus de 370 millions de dollars avec une majorité de VC étrangers. Est-ce qu'aujourd'hui, la France n'est-elle pas en capacité de financer les projets industriels innovants ? Merci pour la question, c'est un point fondamental. Effectivement, je crois que nous, on était sur un positionnement qui n'était pas simple. On est une entreprise française qui lève beaucoup de capitaux. Il y a une entreprise dans l'agro, l'alimentation, agro-food, comme on dit, ou qui est assez récent. C'est aussi pour financer des assets, de l'industrie, des murs, des équipements, des machines. Pas du digital, pas du software, même si on en a du software embarqué, c'est une partie, mais donc tout ça fait que c'était effectivement compliqué de lever qu'en France. On a plusieurs investisseurs français qui nous ont rejoints dans ce tour de table. Je veux dire, BPI il y avait un premier fonds de BPI Éco-Technologie qui a renforcé son investissement, et le fonds Amiral Large Venture est entré au capital. Idinvest est rentré au capital. Il y a les Crédits Agricoles et Caisses d'épargne des Hauts-de-France sont rentrés au capital aussi. Donc je veux dire, on a fait rentrer quand même des investisseurs de premier rang français, mais effectivement le tour était mené par un fonds belge, même s'il y a des Français autour de table, mais il y a un fonds américain qui nous a rejoint, même s'il y a aussi un Français qui est un partenaire. Donc c'est vrai qu'on a un peu peut-être une mafia française qui nous a rejoint aux quatre coins du monde, mais ça ne pouvait à la fois pas être que français, et en même temps ça ne doit pas être que français. On porte un projet qui a une ambition économique mondiale et d'impact mondial. Je veux dire, pour le réchauffement climatique, il n'y a pas de frontières. Donc moi, au contraire, je suis assez justement fier qu'on ait pu toucher et convaincre énormément d'investisseurs de typologies différentes, que ce soit des fonds de VC, de venture capital, des fonds de private equity, dont certains sont cotés en bourse, des grandes familles comme voilà en France, en Suisse, mais à Hong Kong ou à Singapour, même un acteur comme Robert Downey Jr., voilà, qui est très, très médiatique et qui a aussi sa propre philosophie, sa propre façon de voir les choses. Des industriels, on a le plus grand producteur de sucre belge, mais aussi les banquiers, donc Caisse d'épargne et Crédit Agricole. Donc on a une vraie diversité, tout ça des gens plutôt axés dans l'alimentation, la food tech, des autres dans la pure tech, comme Thalys en Angleterre, vraiment la technologie Talker, comme d'autres qui sont partie vraiment impact, donc, et d'autres plus industriels. Donc on a une vraie diversité d'actionnaires qui nous apporte justement beaucoup. Aujourd'hui, on a accès à des réseaux, juste à des réflexions, effectivement, dans la suite, dans les recrutements, dans le business model, et c'est ça qui est vraiment très riche. Olivier, je te vois réagir. Oui, est-ce que vous aviez vous-même cette culture internationale parmi les fondateurs et cette culture financière? C'est juste une sorte parce qu'on est dans un podcast vraiment sur les entrepreneurs, et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment vous avez évolué, je trouve. C'est-à-dire, en fait, comment est-ce que vous êtes parti avec des compétences finalement agroéconomiques, biologiques, etc., pour arriver aussi à faire cette construction financière et internationale, qui est un peu le prolongement de la question d'ailleurs qui t'était posée. C'est comment est-ce que vous avez acquis cette compétence? Comment est-ce que vous avez réussi à vous transformer vous-même? Là, et clairement, ça fait faire rentrer des personnes qui avaient cette expérience-là assez tôt. Notre directeur commercial, Benjamin, il nous a rejoint. Il a tissé tous ces liens qu'il avait dans le passé, dans l'alimentation des chats, l'alimentation animale, et il a pu prolonger son réseau et les convaincre de la qualité de nos produits dans toute l'Europe et au-delà. Et puis c'est Alexis qui a fait énormément, qui aujourd'hui a décidé aussi justement de ne plus être dans les opérations et prendre un peu de recul. Il a fait toutes les fonctions support. C'est vrai qu'il a construit tout ce qui est le back-office, effectivement, de l'entreprise. Il faisait toutes les fonctions support depuis le début. La finance, les achats, l'informatique, la qualité, la com, le juridique. Donc, il faut en assumer des casquettes. Il faut beaucoup quand on commence, voilà, à 4, on faisait tout, et on faisait tout mal. En fait, on faisait tout pas très, comme on pouvait, quoi. On fait tout comme on pouvait. Et au début, on a commencé par recruter des scientifiques qui nous ont remplacés dans les labos progressivement.
Et au fur et à mesure, Alexis, il a eu que justement de recruter des professionnels qui sont venus apporter vraiment des expertises techniques. Le juridique est complexe, mais finalement les ressources humaines, la communication récemment avec Anaïs qui nous a rejoint, mais aussi la finance a été clé. Donc c'est Françoise Lesage qui est notre CFO depuis plus de 3 ans, je sais plus, et qui elle venait du monde de LBO, donc des finances, des mondes de retournement d'entreprise très complexes, très grande échelle, et justement apporter beaucoup de structure à des entreprises pour qu'elles retrouvent de la profitabilité, et elle avait envie de passer à quelque chose de plus positif, pas retourner que des entreprises, mais participer à la construction et au développement d'entreprises avec des compétences très pointues en structuration financière, avec un réseau de banquiers pléthorique qui nous a permis notamment de faire que le Crédit Agricole, la Caisse d'épargne nous a rejoint en actionnaire, mais aussi en prêteur, avec aussi également la BNP, Crédit Mutuel et Arkea. Et ça, je veux dire, effectivement, sans elle, on n'aurait pas pu non plus avoir cette ingénierie financière avec son support. La Banque des Territoires, je les ai pas mentionnés, la Caisse des dépôts était aussi instrumentale dans le financement de notre installation à Amiens. Et donc c'est son réseau, et c'est ce qui est aussi l'équipe qu'elle a créée de contrôle de gestion, de performance justement financière, qui fait qu'on a pu monter cette ingénierie globale qui est complexe, effectivement, derrière une technologie qui est complexe. Mais la complexité, c'est pas compliqué. Il suffit effectivement derrière de mettre les bonnes ressources et les bonnes personnes pour y arriver. Donc vraiment, je pense que c'est ça. On était tous un peu internationaux, les 4 fondateurs. On a tous eu des expériences à l'étranger. Moi, j'ai découvert le sujet qui était à la base de l'entreprise, qui était une association de militants écolo avec Alexis, et qui était autour du ver de terre qui recyclait des déchets organiques. Ça, je l'ai découvert en Nouvelle-Zélande pendant 1 an après mes études. C'est ma première expérience, on va dire, professionnelle là-bas. On va revenir sur cette association et tes engagements a priori, je pense, dans la seconde partie de ton podcast, Antoine. Pour rester sur cette notion d'industrie, la start-up qui devient industrielle, on a une question de notre partenaire France Digital avec son président Nicolas Brienne. Vous avez un message. Bonjour Antoine. À France Digital, on aime bien rappeler au pouvoir public et aux dirigeants du CAC 40 que les startups, c'est pas 3 personnes dans un garage. Ça peut être des très beaux champions, des boîtes qui créent beaucoup d'emplois, et puis surtout des boîtes qui créent des usines. Toi, tu construis une des plus grosses usines de France en ce moment. Comment, selon toi, changer l'image des startups et montrer la contribution de nos boîtes à l'économie et à l'industrie de ce pays? Ouais, merci Nicolas pour ta question. C'est important. Il y a peut-être encore trop de stéréotypes où les startups, ce sont des jeunes en t-shirt qui font du baby dans leur bureau parisien. Ce qui est une partie peut-être des startups, il faut pas le renier, mais peut-être que ça a été trop, on l'a trop mis en avant le modèle de la Silicon Valley, et effectivement, c'est pas que ça. Demain, pour construire justement une nouvelle économie et répondre à tous les enjeux environnementaux et sociaux, ce sera pas que en changeant la façon dont les consommateurs consomment, ou les entreprises aussi consomment par des nouveaux logiciels, optimisent effectivement leur chaîne de production, on optimise les achats. Derrière, il faut bien produire. Là-bas, si on fait qu'un bout du chemin en changeant par une application, peut-être en prenant un produit plus durable, comme Yuka d'un côté, ou comme on recycle mieux, enfin qu'on valorise mieux comme Too Good To Go, Phoenix, on réduit le gaspillage alimentaire, mais in fine, il faut bien produire ces aliments, il faut bien produire nos vêtements, il faut bien produire notre énergie. Et tout ça, derrière, c'est de l'industrie, c'est l'agriculture et l'industrie. Et donc on peut pas se passer de ça. Et là, sauf qu'aujourd'hui, oui, c'est incroyable, mais sauf que la France a oublié qu'elle pouvait construire des usines, et c'est vrai qu'il y a sûrement une très grande responsabilité à la fois de dirigeants d'entreprises entre les années on va dire 60-70 et peut-être un peu plus, et aussi politiques, qui ont décidé que la France devait être plus une société de services. Et en délocalisant tout en Chine, et en pensant que ce sera que d'un atelier, et puis voilà. Sauf que les Chinois, et comme tout maintenant les Vietnamiens et les Indonésiens, ils ont appris, et qui sont en train de tous nous dépasser en ayant leur industrie là chez eux. Et du coup, et faire revenir de l'industrie maintenant aujourd'hui, on voit qu'il y a des vrais problèmes d'acceptation, parce que les gens, ils ont plus envie ils ont envie de l'emploi, mais pas à côté de chez soi. C'est le concept NIMBY, not in my backyard, même pour une éolienne, même pour des panneaux solaires qui contribuent à une production plus propre, plutôt qu'une centrale à charbon ou une centrale nucléaire. On refuse effectivement des industries et des projets majeurs qui sont bloqués par finalement des riverains qui souhaitent pas voir ça arriver.
C'est compliqué parce il faut changer donc l'éducation globale, la compréhension du grand public d'un côté. Il faut que les pouvoirs publics continuent à soutenir l'industrie. Ils sont en train de le faire. Ils l'ont toujours fait, mais je pense encore plus. Peut-être avec ce gouvernement, il y a quelque chose de très positif. On parle, il y a les territoires clés en main, effectivement, pour l'industrie, qui sont fléchés. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce domaine-là. Mais je crois qu'il y a un problème de fond sur la culture française globale, sur avoir encore des usines et penser que c'est pas germinal, quoi. C'est pas des usines avec des cheminées qui accroissent des trucs noirs et les gens sont à la mine. Non, c'est l'industrie. Aujourd'hui, c'est des boulots qui payent mieux que les services, qui est dans des conditions de qualité justement extrêmement fortes. Et souvent, l'industrie maintenant est très numérisée. On se retrouve avec des interfaces. C'est comme si on était sur Facebook ou Instagram pour l'opérateur, entre guillemets. Un peu de gamification. On est dans quelque chose de beaucoup plus, moderne. Pas pénible. Peut-être qu'il y a encore des vieilles industries vieillissantes qui sont pas encore à ce niveau-là, mais l'enjeu, c'est bien justement ce qu'on apporte aussi, l'automatisation, la technologie au service de l'homme, quoi. Alors justement, pour Not in My Backyard, comment tu vas les séduire ces futurs ouvriers? Je sais même pas si on les appelle ouvriers aujourd'hui dans les opérateurs. Comment on la change cette culture? Comment on va recruter les talents sur ces métiers-là? Écoute, ce qui est bien, on s'est installé aussi dans les Hauts-de-France, que c'est la plus grande région agricole de France, en tout cas dans la production végétale. Nous, on a besoin d'être proche justement de tout ce qui est production de déchets agricoles. Ça va être des coopératives, des groupes de transformation agroalimentaire qui vont nous fournir l'alimentation pour nos insectes. Et donc, c'est aussi des gens qui ont cette culture agroalimentaire quand même. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont ces compétences-là. Il y a aussi l'industrie, une culture d'industrie et qui est en déclin. Et Amiens, on s'installe à Amiens et qui est quand même malheureusement connu pour des histoires un peu tristes ces dernières années. On a parlé beaucoup de Whirlpool, beaucoup de Goodyear. Mais donc c'est vrai qu'il y a du savoir-faire industriel qui est fort et pas que chez des top managers, etc. C'est des opérateurs qui aiment leur travail, qui aiment être dans l'industrie et faire du travail de qualité. Et ça, donc, on a ce genre de culture-là disponible. Donc, nous, ce qu'on va faire, on a commencé à se faire connaître, on commence à se faire connaître, je pense, sur la région d'Amiens, en relais avec notamment la presse locale comme le Courrier Picard ou France Bleu, je pense, Picardie, voilà, on est de plus en plus visible et on commence à recevoir des CV, de plus en plus, de manière de candidature spontanée et on va créer, là, tous les recrutements vont s'étaler sur l'année prochaine, jusqu'à toute la fin de l'année, notamment pour les opérateurs. Donc, on va faire beaucoup de campagnes, de sensibilisation et d'explication de ce qu'on fait et pour recruter toutes nos équipes. Quand on parle de réindustrialisation, il y a toujours aussi cette question de concurrence. Donc, comment toi tu fais pour être compétitif? Pourquoi du coup en France et pas ailleurs? Et qu'est-ce qui fait, parce qu'il y a des concurrents sur ton marché, et qu'est-ce qui fait que eux aujourd'hui ne prennent pas les mêmes options parfois que vous? Alors il y a énormément tant mieux, hein, quand il y a des nouvelles idées, il vaut mieux pas être le seul dans son domaine, sinon on est trop en avance, c'est pas une bonne idée. Donc il y a des centaines de startups dans le monde sur le sujet des insectes et c'est une très bonne chose, mais finalement il y a pas de concurrence vu la demande qui est plus forte. Il faut remplir un écart entre ce que peut produire aujourd'hui le monde et ce que a besoin effectivement le consommateur pour une alimentation plus large, plus diversifiée, plus saine. Donc il faut tous les efforts sont nécessaires, quoi. On est dans un combat global contre le réchauffement climatique. Donc des protéines, des algues, mais manger une fois moins de viande. Donc il y a pas de concurrence. Je vois pas de concurrence des réels. Nous pourquoi on est né en France, pourquoi on n'est pas, d'un autre pays européen ou d'un autre contrée, c'est que la France reste un des plus grands pays agricoles au monde, avec une agriculture qui est quand même assez exemplaire, même si elle peut avoir des défauts que soulignent beaucoup certains, mais elle reste extrêmement pointue en production, même sur le côté environnemental. Encore une fois, on peut faire beaucoup mieux. Mais du coup, il y a une filière complète jusqu'à la cuisine, justement, les chefs Michelin et de l'industrie de transformation d'un Danone à un Sodexo. Donc, on a un leadership mondial dans l'alimentation et l'agriculture qu'on n'a pas forcément dans d'autres domaines. Donc c'est pas que par patriotisme, c'est parce qu'il y a... En fait, il y a un fondamental profond d'une culture dans ce domaine-là. Du coup, il y a la formation. Moi, je suis ingénieur agronome, donc j'ai suivi ces parcours justement de formation dans l'ingénierie. Il y a aussi les BTS agricoles, il y a tous les lycées agricoles qui sont derrière. Donc il y a tout un tissu de formation qui est là, qui fait qu'il y a une excellence française reconnue internationale dans l'agriculture et dans l'alimentation depuis toujours. Et donc c'est comme on va dire l'aéronautique, c'est peut-être comme le nucléaire. Il y a quelques filières où la France elle a un leadership vraiment mondial,
vraiment reconnus. Ce qui fait qu'on est peut-être plus français qu'on aurait été d'un pays d'Europe de l'Est, du Portugal ou d'un autre pays, ou en Europe du Nord, je sais pas. Donc on a toute la convergence de ça, plus tout le soutien numérique, la French Tech, BPI, avant Oseo, qui fait qu'il y a eu une poussée sur les startups. Donc en fait c'est la convergence de plusieurs choses qui fait qu'on Insect est français et n'est pas d'une nationalité, mais comme le sujet est mondial, c'est pour ça qu'Insect ne sera pas que français. Je voulais compléter la question de Nicolas en disant que finalement on parle là du projet industriel, ce qui est formidable, un peu rafraîchissant par rapport aux univers numériques qu'on reçoit très souvent dans 40 nuances de Next, qui sont plutôt des startups, des applications mobiles, de l'intelligence artificielle, mais pas forcément de déploiement industriel. Est-ce qu'une façon de faire de la conviction avec un discours médiatique, c'est aussi justement de parler de ces emplois que tu évoques, Antoine, et du coup combien d'emplois vous pensez créer à Amiens, et combien d'emplois peut en représenter une usine, et est-ce que vous en prévoyez d'autres ensuite à plus long terme? Je crois qu'une usine c'est 150 millions d'euros d'investissement. Quels sont les plans en termes de déploiement et de création d'emplois justement pour démontrer ce que peut apporter aussi la valeur industrielle de votre projet? Je pense que centrer sur l'emploi finalement pour les Français, vous le disiez tout à l'heure, la Startup Nation, c'est pas Paris, c'est l'ensemble des territoires, et nous on est dans les territoires ruraux, à proximité de Dole dans le Jura. Demain effectivement à Poulainville, donc dans la métropole, dans la frontière de la zone industrielle et puis des territoires agricoles. Et demain, ça va être plus de 500 emplois qui vont être recrutés en direct chez nous et en indirect chez tous nos partenaires, les logisticiens, ceux qui font toute l'analyse de nos produits, les laboratoires pour libérer le produit, vérifier qu'il est en une bonne composition, tout ce qui est nettoyage, tout ce qui est maintenance, approvisionnement, voilà. Donc il y a énormément d'emplois, de production d'énergie sur le site. On travaille avec Dalkia qui va avoir du personnel sur notre site. Donc tout ça va être et va créer beaucoup d'emplois indirects, et le fait qu'on va doubler, c'est 500, comptant le fait qu'on va doubler la production aussi sur notre site. On a une réserve foncière qui nous permet effectivement de doubler la production dans les 3 ans. Donc voilà, à l'horizon de 3 ans, 4 ans, on sera sur 500 emplois directs et indirects sur le bassin d'Amiens. Donc ça c'est effectivement important. C'est pas effectivement les milliers d'emplois perdus chez Goodyear et Whirlpool, mais ça contribue à relocaliser et donc de produire en local et de ne pas être dans une peur d'une délocalisation future, parce que pour nous, in fine, la partie le travail ne représente pas justement le poste de coût le plus important. Ce qui est important, c'est l'aliment qu'on donne à nos insectes, c'est l'énergie, etc. Donc ça nous permet d'être aussi beaucoup plus de recruter des personnels qualifiés, de leur permettre de travailler et de ne pas être sous une épée de Damoclès en disant qu'on pourra trouver des emplois moins chers en partant d'Europe de l'Est ou en Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, c'est l'automatisme, la robotique et l'informatique embarquée, le 4.0, ça permet de produire justement en France et de s'affranchir peut-être de coûts de salaire au global un peu plus chers que dans d'autres pays. Je trouve qu'on est déjà un peu dans le monde d'après dès qu'on parle d'Antoine, mais je trouverais intéressant malgré tout de passer par notre rubrique et notre rendez-vous qui est aussi de parler de la crise actuelle dans laquelle on est, cette rubrique un peu confinée. Donc je propose d'envoyer le petit jingle sur cette rubrique. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. Oui, je trouvais intéressant de parler de ce monde confiné dans lequel on est aujourd'hui, parce que c'est d'abord un monde, d'une part, qui nous fait prendre conscience probablement des conditions environnementales dans lesquelles on vivait, parce que on s'est rendu compte que quand le monde est confiné, d'un seul coup, l'eau devient plus claire, donc notamment pour la vie animale aquatique qui intéresse Insect, mais aussi l'air devient plus pur. Est-ce qu'il y a une réflexion de Insect là-dessus? Est-ce qu'à un moment donné, le confinement est quelque chose qui nous apprend quelque chose sur Insect, ou est-ce que c'est plutôt hors sujet parce que de toute façon Insect se projette dans un avenir beaucoup plus lointain et finalement le confinement n'a que peu, je dirais, d'impact peut-être sur vos opérations et sur votre vie quotidienne de développement? Alors, comme toute entreprise, on a été impacté par le Covid. Effectivement, comme on a des sites de production, ils ont continué à tourner. On a nos laboratoires qui, au premier confinement, a dû fermer, être en activité partielle, et aujourd'hui, heureusement, a pu maintenir ses activités. Donc, c'est juste nos fonctions, on va dire, de direction, de siège, de fonctions support qui sont en télétravail. Et ça, on peut pas dire que c'est positif d'une certaine façon. On a su s'adapter, continuer à travailler, mais évidemment, personne ne souhaite, nous, dans nos équipes, être en télétravail à 100%. Il y a
on a une charte de télétravail depuis plus de 2 ans qui donne un jour à peu près de télétravail, plus d'un jour à tous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà mis en place et qui est positif. Mais que le télétravail devienne la majorité du temps, c'est pas quand on est dans la construction d'un projet, quand on est dans une grande boîte, un grand groupe du CAC 40 peut-être avec des processus établis depuis des décennies. On peut peut-être effectivement avoir un système un peu plus en routine et se dire que le télétravail est plus large. Ça crée de la démotivation. Mais ça crée la démotivation, ouais. Je pense quand même, mais dans ces grands groupes-là. Alors, est-ce que c'est délibéré pour gagner de l'immobilier et peut-être un peu moins de pousser des gens à partir aussi. Il peut avoir des intentions de ce type-là cachées. Nous, non, on peut pas se passer de contact humain dans des projets. Je veux dire, on fonctionne tout en mode projet. Ça demande des interconnexions, mais permanentes, multidisciplinaires, entre les ingénieurs, les scientifiques, la finance, les achats, voilà. Donc c'est tout ça. On a besoin de ces interactions fortes. Donc oui, on est impacté. On est in fine pas énormément impacté en termes financiers, planning, un petit peu légèrement décalage sur le chantier, mais c'est rien par rapport à ce que d'autres entreprises ont vécu catastrophique et de tout le nombre d'entrepreneurs qui ont dû mettre la clé sous la porte. Donc là-dessus, on est chanceux. On se le dit tous les jours. Et simplement, je pense que le Covid, ça fait que souligner justement encore plus la pertinence de notre modèle. Derrière, il y a 2 choses finalement. Le Covid, ça vient d'où? Ça vient d'espèces animales qui sont entrées en contact avec l'homme à cause de la déforestation. Quand nous on produit des fermes verticales, on le disait tout à l'heure, c'est pour économiser de l'espace et peut-être contribuer à arrêter de prendre sur les espaces naturels qui derrière, non seulement ça détruit la biodiversité, mais ça nous met en danger. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième, c'est ça ne fait que souligner le besoin de relocaliser les modes de production qui sont extrêmement mondialisés, notamment alimentaires. Et on n'arrête pas de parler, le président en parle, de souveraineté alimentaire, souveraineté protéique, produire chez soi beaucoup plus et dépendre moins d'autres contrées pour construire des chaînes plus durables et plus résilientes. Ça, on le dit en France, toute l'Europe le dit, mais chaque pays, aujourd'hui, on parle à beaucoup de gens et à beaucoup d'acteurs, des acteurs aussi publics de nombreux pays, pour qui notre solution leur paraît extrêmement pertinente, parce que ça va contribuer à leur indépendance et à leur souveraineté protéique en Afrique, dans les Émirats, dans la zone Moyen-Orient, en Asie, en Amérique. Tout le monde a ça en tête. Tous les politiques ont ça en tête, relocaliser. Donc finalement, le Covid ne fait qu'encore plus souligner l'importance de à quoi on contribue, encore une fois modestement, mais qu'on serait une brique essentielle. Antoine, tu rappelais tout à l'heure l'importance de la science. À tes yeux, ce confinement, ça a été aussi un moment où la science a été particulièrement décriée. Est-ce que tu as un regard là-dessus? En fait, il faut être scientifique, c'est reconnaître quand on ne sait pas les choses. Et le problème des médias et de l'instantané, c'est que quand on fait des publications scientifiques, on fait progresser effectivement la science, mais il y a toujours une controverse parce que ce qu'on avance, c'est pas forcément la vérité absolue. On avait même à voir sur la relativité, tous les fondamentaux même peuvent être critiquables parce qu'en fait il y a de nouveaux progrès scientifiques qui sont faits, des nouvelles compréhensions de la physique, de la chimie, de la biologie fondamentale derrière. Donc les médecins, ils ont fait ce qu'ils ont pu, les chercheurs en épidémiologie, etc. Ils ont découvert des choses au fur et à mesure. Mais certains, après, ils avaient d'autres confrères qui, sur la base de nouvelles données, ils venaient les contredire. Puis après, d'autres endroits qui venaient encore les contredire. Mais ça, c'est ça la science au quotidien. Sauf que là, on était habituellement, c'est pas sur les plateaux télé. C'est pas sur les plateaux télé, c'est pas sous le feu, effectivement, le feu de la rampe. C'est continuellement ça, en fait. Et là, c'était compacté dans le temps, avec une pression sociale considérable, politique, et sous les feux de la rampe. Mais c'est ce qui se passe au quotidien. La controverse, c'est sain, c'est essentiel, la critique. Chaque scientifique, encore une fois, avec ses équipes, c'est jamais un travail individuel, contribue à faire progresser la science en venant en controverse de principes précédents. Et donc, il se fera lui-même contredire plus tard. C'est pas forcément contredire à 180 degrés, mais ça va être un peu faire évoluer une théorie. Et donc, on va le voir aussi sur les vaccins. On n'a pas la réponse parfaite, mais après, c'est le politique s'empare de ça et fait une analyse coût-bénéfice et décide s'il y a plus de bénéfices à faire avancer, notamment en termes de vaccination, que de risques. Cet éloge de la critique, on peut l'appliquer dans sa start-up? C'est fondamental, même si le temps est tellement court et qu'on peut pas non plus passer son temps à s'auto-critiquer, parce que en fait on a l'argent très limité, on n'est pas un grand groupe qui génère des revenus considérables, qui peut il faut être pragmatique aussi. C'est des décisions, comme on dit, 80-20, 80% de ce qu'on connaît, 20% qu'on connaît pas, mais tant pis, on avance si on n'a pas le temps. Moi, j'aime beaucoup cette réflexion qu'il y a autour de la parole scientifique que vous avez abordée, Thomas et Antoine. Je recommande d'ailleurs la lecture d'un petit tract qui est publié par
par Gallimard qui s'appelle Le goût du vrai, pardon, d'Étienne Klein, qui est le philosophe aussi spécialisé justement dans la science, l'épistémologie employée par le CEA, et qui dit assez bien ce que tu viens de rappeler, c'est que très souvent pendant les périodes, et c'est celle du confinement où il y a beaucoup de fake news et de paroles scientifiques détournées, beaucoup de gens qui ne savent pas affirment avec certitude, alors que les scientifiques justement reconnaissent qu'ils ne savent pas. Est-ce que ça vous inspire aussi sur les prises de parole de INSEC, parce que vous avez ce background, hein, cette compétence scientifique. Est-ce que vous orchestrez votre communication autour de discours vrais? Est-ce que vous avez une stratégie de communication autour de ça, autour de la conviction? Parce qu'on imagine, comme ça a été le cas autour de la Covid, que dans l'alimentation animale, il y a également beaucoup de rumeurs, il y a également beaucoup de fake news. Comment est-ce qu'on orchestre sa communication? C'est pas comme une start-up traditionnelle, à mon avis. Oui, tout à fait. Non, c'est hyper important. On essaie d'être là-dessus le plus transparent possible. Mais ce que disait mon associé Jean-Gabriel, il disait, il faut qu'on communique plus sur tout ce qu'on fait mal et ce qu'on sait pas faire. Effectivement, il y a plein de choses aujourd'hui. On est très très loin d'être exemplaire. On a réussi pas mal de choses. On arrive à avoir des bilans carbone très positifs, mais on émet toujours du carbone. C'est qu'on a un bilan au global négatif avec des émissions, on va dire, qui sont évitées et séquestrées, plus fortes que celles qui sont émises, mais on en émet toujours. On peut pas se satisfaire de ça, en fait. Donc, comment on fait? Même si on fait une forme verticale, il y a une partie qui va être du béton aussi. Donc, comment on fait effectivement pour réduire cette empreinte-là? Donc, pour tout, et même dans les conditions de travail, est-ce qu'on peut être encore meilleur, apporter plus de bénéfices encore à nos équipes, et donc ça demande effectivement toujours une certaine remise en cause, écoute autour de nous. Il y a des choses qu'on peut possible pas faire aujourd'hui pour les questions de budget, de ressources, qu'on n'a pas les moyens de faire plus, on aimerait faire plus, mais il faut effectivement le reconnaître. Après, il faut pas non plus avoir un discours qui est critique, négatif sur ce que font tous les autres, en disant nous ce qu'on fait c'est bien et tous les autres c'est nul. Alors, les autres, c'est-à-dire les filières établies, les filières existantes, c'est d'ailleurs pas ce que tu as fait en introduction. Non, c'est exactement. Il y a beaucoup de gens aussi dans des confrères producteurs d'insectes qui disent que les producteurs de farine de poisson font n'importe quoi, ils appauvrissent les océans. Ça reste une protéine d'extrêmement bonne qualité et qui est incroyable en termes de bénéfices santé pour les animaux, mais simplement pendant longtemps il n'y a pas eu de quota de pêche au Pérou au Chili, c'est plus le cas. Donc le problème c'est pas cette ressource-là, c'est aujourd'hui maintenant elle est maîtrisée, mais elle peut pas suivre la croissance mondiale. Donc on est là pour aider effectivement. Donc si on commence à dire que la farine de poisson c'est vraiment c'est criminel, alors que nos clients ce sont les plus gros acheteurs de cette farine de poisson, c'est à la fois se couper la branche sur laquelle on est en discussion commerciale avec les clients. Mais on travaille dans un écosystème. Donc si on rentre dans cet écosystème-là en disant que tous ceux autour de nous font n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Non, il faut reconnaître tout ce qui est positif fait dans cet écosystème-là. Je veux dire, encore une fois, on est en Europe et en France, on arrive à nourrir toute la population avec une alimentation saine, équilibrée, si on le veut. Après, c'est un choix du consommateur, peut-être de manger des produits beaucoup trop transformés qui sont mauvais pour sa santé, peut-être à terme, mais des produits, justement, ce que défend le ministre de l'Agriculture, des produits frais français, c'est que qu'on cuisine, en fait, on a tout ce qu'il faut en France pour le faire, ou près de tous ou sinon nos proches voisins comme l'Espagne et l'Italie, mais ça c'est voisins, donc voilà, on peut pas dire que rentrer dans un écosystème, mais certaines startups aussi font ça. On voit un peu trop de bashing justement, en disant que les acteurs établis font n'importe quoi. Il faut pouvoir reconnaître ce qui est bien fait et montrer en quoi nous on contribue à améliorer encore un peu plus ce système, mais pas venir en opposition. Enfin, je pense que c'est une base de la communication positive et pas la communication négative. Mais ça veut pas pour autant dire qu'il faut maintenir les équilibres tels qu'ils sont. On peut reconnaître qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas et être dans un équilibre, dans une bonne relation avec l'ensemble des parties, les industries, mais aussi les ONG, les scientifiques, les autorités publiques. Et c'est ça l'important. Et nous, ce qu'on essaie toujours de faire, et moi le premier en étant le président de cette entreprise, c'est finalement son rôle, un rôle de président ou de CEO, c'est d'aligner les intérêts de tout le monde. Ce que je crois Musk le disait aussi, c'est aligner les vecteurs. Il faut que tout le monde travaille dans le même sens. Et donc les employés dans le même sens que les actionnaires, que les clients, que les riverains, que les associations environnementales, les ONG. Et s'il y a une partie prenante qui est dans l'autre sens, à l'opposé, en fait, ça crée de la pression, enfin des tensions, des frottements et en fait un ralentissement général et des contradictions. Il y a quand même des startups, qui se positionnent sur la radicalité pour sortir du lot. Tu bats en brèche l'idée que ça fonctionne? Je sais pas de lesquels exactement, dans quel domaine tu parles.
est-ce que l'exemple qu'on parlait de Musk il y a 2 secondes, est-ce que Tesla a ce modèle-là? Je suis même pas sûr qu'il dit est-ce que tous les autres constructeurs font n'importe quoi? Non, lui il a poussé. Je parlais pas de lui, mais je parle de beaucoup de startups à qui on a dit que s'ils se positionnaient pas de façon plus radicale, ils n'émergeraient pas. Je ne sais pas si c'est la meilleure stratégie commerciale, mais peut-être que ça fonctionne dans d'autres systèmes. Nous, encore une fois, dans une filière qui est autant, in fine, émotionnelle. Ce que je veux dire, il n'y a pas plus en plus émotionnel que l'alimentation dans un pays comme la France. Je veux dire, comme disaient les Anglais, les Français parlent de ce qu'ils mangent quand ils sont en train de manger, quand ils sont avant de manger, après manger. Donc, on parle tout le temps de manger. Et donc c'est essentiel pour nous. Donc, d'ailleurs, j'ai faim. Oui, je commence aussi. Pour dire que on peut pas dire que du coup ce qui est fait c'est n'importe quoi. Voilà. Donc il y a des acteurs des parties prenantes qui ont des positions assez radicales, à la fois dans le monde alimentaire. Il peut y avoir certaines startups, il peut y avoir des ONG qui ont des positions radicales, il peut y avoir des acteurs économiques, agricoles qui peuvent avoir des positions plus radicales. Je pense que une de nos valeurs Insight d'ailleurs c'est l'équilibre. C'est justement reconnaître que on est dans un monde d'un équilibre permanent, en étant justement scientifique, biologique. Le monde vit en équilibre. Il y a des équilibres stables et instables, et en fait, il y a des perturbations qui font, mais ça revient. Voilà, il peut y avoir des perturbations massives et des disparitions dans le passé de biodiversité, puis ça revient en équilibre. Donc en fait, on peut pas essayer de détruire un écosystème qui soit naturel ou économique, et on doit jouer dans son équilibre global, et donc influencer peut-être pour qu'il penche un peu plus à droite qu'à gauche. Ou à gauche à droite, je parle pas de politique. Voilà, mais pas essayer de renverser complètement la table. En fait, t'as tout un écosystème avec des acteurs dans tous les sens, et tu vas pas renverser tout seul un écosystème. C'est pas bon, non? Alors en tous les cas, je crois avec Antoine, Hubert et avec Insect, on est déjà dans le futur, et ça m'amuserait quand même beaucoup d'entendre notre petit jingle, parce que je suis un grand fan de jingle, comme tu sais Thomas, sur le monde d'après, car on est déjà un peu dedans, mais il y a quelques questions qui me viennent à l'esprit. La parole est à toi pour ouvrir le monde d'après, Olivier. Alors, concernant ce monde d'après dont on rêve tous et que le confinement a accéléré, j'ai l'impression que vous aviez déjà anticipé ce monde d'après. Moi, ça m'intéresserait de savoir par rapport à ce qu'on attend d'une start-up en général, c'est de l'hypercroissance et de la globalisation, et c'est peut-être un peu des concepts sur lesquels on est en train de nouveau de s'interroger. Là, tu as parlé par exemple de relocalisation dernièrement. Dans les questions précédentes. Est-ce que tu as un point de vue sur les adeptes, puisqu'on parlait de radicalisation, sur les adeptes aussi de la décroissance, parce qu'on est en train de dire que voilà, il y a de plus en plus de gens sur Terre, de plus en plus de gens à nourrir, c'est de plus en plus compliqué en termes d'exploitation des ressources de la planète, comme on dit, il n'y a pas de planète B. Est-ce que toi tu as un point de vue sur la décroissance? Est-ce que tu crois que c'est une piste qui est intéressante, ou est-ce que Insect c'est de toute façon un accompagnateur de la croissance démographique qui semble inéluctable? Bah effectivement, aujourd'hui il y a une croissance démographique, il y a une croissance des besoins fondamentaux. Quand il y a encore 1 ou 2 milliards, plus d'1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à des toilettes, on peut pas se dire, on peut pas se satisfaire de ça. Il peut pas laisser que Bill Gates, qui fait des choses, ça extraordinaire depuis qu'il a aussi quitté Microsoft, justement, travailler sur le sujet. Ça doit être des sujets fondamentaux de tout le monde. Être capable d'aller avoir un système d'assainissement, d'alimentation, avoir un toit. Donc en fait, il y a besoin d'une croissance pour ça, il y a besoin de croissance matérielle pour énormément de gens autour de cette planète-là. Et à côté de ça, effectivement, il y a une surconsommation, une obésité globale d'autres populations, une obésité, on le voit, physique, alimentaire. Est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on n'est pas dans une obésité aussi de la donnée, de la data, où on fait tout n'importe quoi avec les données, et derrière, avec une consommation, un impact carbone qui commence à devenir considérable du monde numérique et qui est caché encore et pas assez regardé, et comment on peut faire justement un peu de l'amaigrissement et de la lutte contre le gaspillage, justement, de donner nous-mêmes, chacun, en particulier nos mails, nos photos, etc. On a moyen de faire de la place aussi. Donc la croissance, elle doit l'être, mais est-ce qu'on peut pas réduire la surconsommation de biens physiques? Effectivement, certains sont pas dans trop d'exubérance, quand d'autres ne le sont pas du tout et ont besoin d'accès à plus de croissance matérielle. Et puis de toute façon, il y a la croissance immatérielle qui doit être infinie. La croissance immatérielle, c'est l'éducation, la santé, la connaissance de l'autre, etc. Je pense qu'elle doit être toujours, elle doit être infinie. La science, pour y revenir, doit être infinie, doit jamais s'arrêter. Par contre, peut-être certaines consommations matérielles dans certains coins du monde posent question.
In fine, l'énergie, on est dans un système, si on parle de science, en thermodynamique, l'énergie, on a assez d'énergie autour de nous. Il faut savoir la capter. Là, entre l'énergie du fond de la Terre, l'énergie solaire, on a de quoi répondre à tous les besoins énergétiques de la planète. Le point fondamental, c'est les ressources physiques, matérielles, les matériaux, les objets. Enfin, ce qui est derrière, c'est le bois, enfin, la biomasse, le sable pour faire la construction, c'est les minéraux rares pour faire les terres rares qui font des bouts de nos smartphones, qui font nos éoliennes aussi et nos panneaux solaires. Là, il y a une difficulté peut-être et un manque parce qu'on est dans un monde là complètement fini. Et est-ce que c'est justement la partie spatiale qui nous amènera à aller chercher ces matériaux qui vont nous manquer? Eh bien, si le monde est fini, le podcast 40 nuances de Next d'Antoine Hubert ne l'est pas. On se retrouve dans une deuxième partie qui était consacrée pour comprendre l'homme derrière l'entreprise. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.